Bonjour mes amis, je vais aujourd'hui rebondir sur la question du monde d'après que j'ai évoqué dans la vidéo que vous pouvez retrouver tournée à La Réunion, qui était la clôture de mon cycle de réflexion et d'interviews réunionnaises. Je vous ai promis de vous dire quelques mots sur le monde d'après, puisque je suis en train d'écrire ce livre sur ce que pourrait être le monde d'après, et je voudrais au fil de l'eau, comme ça par de petites interviews, évoquer cette question avec vous. Et dans cette évocation, il y a quand même un problème de fond, un sujet majeur, qui est celui de la réforme des institutions, sur lequel j'ai déjà à l'occasion dit quelques mots, puisque j'ai publié régulièrement des papiers assez longs sur les 100 premières mesures que nous pourrions prendre si nous arrivions au pouvoir, qui sont un véritable programme. Et je sais que j'ai été interrogé en commentaire de la dernière vidéo sur la question du référendum d'initiative citoyenne, et notamment sur les positions que Étienne Chouard, par exemple, prend sur le même sujet. Alors en réalité, ce sujet est compliqué, il mérite pas mal de réflexion au fil de l'eau, il mérite une forme de sérénité, il est d'ailleurs un peu aride, et par ailleurs, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des réactions, vos réactions, de lire vos réactions sous les vidéos pour préciser un certain nombre de points qui ne sont pas clairs. Alors, je tiens à dire tout de suite que régulièrement revient à propos de nos positions, de mes positions libertariennes, la question de comment on fait pour protéger les plus faibles dans votre système. J'y répondrai. En réalité, j'ai déjà rédigé le premier chapitre de mon livre et j'y ai parlé de la loi de la jungle, qui est le grand fantasme contemporain. Mais je ferai une vidéo à part sur le sujet, ne perdez pas patience. C'est un vaste sujet sur lequel je reviendrai. Je voudrais aujourd'hui revenir sur la question de la réforme des institutions, parce que plusieurs questions ont été posées de façon très pertinente d'ailleurs sur le sujet, qui est: comment on combat la caste et par quelles institutions on combat la caste. Alors, je vais faire, si vous en êtes d'accord si vous êtes d'accord avec ma méthode, des vidéos qui sont pas très longues, mais pas très courtes non plus, mais pas très longues, où on prend le temps d'aborder un sujet, et où je vais préciser chaque fois les réponses à vos questions. Et donc, soyez pas frustrés si ma vidéo n'est pas complète. J'aborderai la question en réponse à vos commentaires plus longuement. Je préciserai certains points plus longuement, sachant que ces commentaires me sont précieux pour améliorer le contenu du livre que je prépare. Ce que je voulais vous dire sur ce sujet, c'est que d'abord, il y a il y a deux sujets de fond. On va le présenter comme ça. Le premier sujet de fond, c'est celui de la fin de la démocratie représentative, qui est un sujet majeur. Et un autre sujet qui est: est-ce que c'est par les institutions que nous dépasserons les limites de la démocratie représentative actuelle? Et est-ce que, au fond, il faut réellement commencer par rebâtir des institutions? Et ça rejoint la question que Chouard pose de la constituante permanente, l'Assemblée constituante permanente. Je vais essayer aujourd'hui de répondre à ces deux questions. Premièrement, la question de la démocratie représentative. De mon point de vue, la démocratie représentative, elle a été une forme, elle n'a jamais été autre chose, elle n'a jamais prétendu être autre chose qu'une forme imparfaite de démocratie. C'est-à-dire que on a fait la démocratie représentative parce que, notamment compte tenu de la surface des États, de l'importance de la population, on ne disposait pas de moyens technologiques suffisants pour faire autre chose qu'un système représentatif, c'est-à-dire un système avec des mandats que l'on donnait à des personnes pour en représenter d'autres.
Donc c'était finalement la démocratie représentative, c'est une gestion de la pénurie technologique. On ne peut pas faire mieux pour donner la parole au peuple que d'instaurer des mandats, parce que par exemple pour aller de Paris à Marseille, à une époque il fallait en 1800 il fallait plusieurs jours de carrosse, plusieurs jours de diligence. Donc quand on promulguait une loi, il fallait du temps pour y arriver, on ne pouvait pas consulter tout le monde, etc. C'était compliqué, tout le monde ne savait pas lire, et surtout tous les Marseillais ne pouvaient pas être consultés en temps direct pour faire des lois à Paris. Donc, compte tenu de ces difficultés, de cette complexité, on a dit on va faire en sorte que des gens en représentent d'autres. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on l'a fait assez rapidement du bout des doigts. C'est-à-dire que certains se sont dit, oui, mais si on donne la parole aux petites gens, vous savez bien comment ils sont, c'est du populisme, c'est du complotisme, c'est des idiots, et donc il faut une élite qui dirige le pays, et cette élite, ça s'est traduit par le suffrage censitaire à une époque, notamment durant la Restauration, ça s'est traduit par le candidat officiel sous le Second Empire, et puis ça s'est traduit par la création de partis politiques qui ont mis en place des systèmes d'investiture qui sont autant de filtres pour l'accès direct au mandat. Et c'est vrai que chemin faisant, l'idéal démocratique s'est accommodé d'une forme de démocratie censitaire, de cette forme non dite de démocratie censitaire qu'est la démocratie représentative. Il se trouve que les changements de la société sont profonds et rendent insupportable pour beaucoup l'exercice de la démocratie représentative, même si certains n'ont pas conscience qu'au fond, ce qui les frustre dans ce qu'on appelle la politique, ce sont les limites de la démocratie représentative. Certains n'ont pas conscientisé ce problème et disent « Ah, mais les politiciens, on ne peut pas les changer, blablabla. Bla, bla. Ils sont cons, ils sont... » Bon. En réalité, la démocratie représentative a créé une bureaucratie politique qui passe son temps dans des réunions avec des tas de gens, on ne sait pas qui, et cette bureaucratie politique qui détient les postes de députés, de sénateurs, de maires, de tout ce que vous voulez, de conseillers régionaux, tous ces gens-là, à un moment donné, vivent dans une bulle qu'ils créent eux-mêmes avec leur paperasse et qui n'a plus rien à voir avec les problèmes du petit peuple. Donc aujourd'hui, technologiquement, la société a connu deux changements. Enfin, sociétalement, nous avons connu deux changements majeurs. C'est d'une part l'augmentation moyenne du niveau de formation. On peut gloser évidemment sur ce que ça signifie, mais de fait, la société aujourd'hui comporte un volet important d'experts, d'ingénieurs, de gens très formés, de diplômés qui connaissent très bien les sujets, beaucoup plus qu'avant, et qui connaissent souvent beaucoup mieux les sujets que les députés ou les sénateurs. Donc quand vous êtes un peu formé sur un sujet, que vous voyez les âneries que l'homme politique moyen sort sur le sujet que vous connaissez, vous vous dites, mais il faut arrêter de donner le pouvoir à des cons, ou à des incompétents, ou à des feignants qui parlent, qui glosent, on ne sait pas de quoi. Alors objectivement, quand on voit le spectacle offert par la France insoumise à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, j'ai fait quelques articles sur le Courrier pour souligner les âneries que les députés de la France insoumise, comme ceux de la majorité d'ailleurs, peuvent dire sur la question des retraites. C'est-à-dire qu'ils ont pris des positions extrêmement dogmatiques et sectaires sur les retraites, sans connaître le sujet, sans même savoir ce qu'est la réforme, la retraite par répartition. Et si on voulait y passer du temps, on pourrait montrer comment beaucoup de jeunes députés et les filles ont en réalité pris des positions que seuls des hyper-capitalistes défendent. Et ils les ont prises en croyant défendre le peuple. J'y reviendrai si ça vous intéresse, laissez-le en commentaire. Je vous dirai comment aujourd'hui la France insoumise a parfaitement intégré tout le discours capitaliste sur les retraites. Bon, c'est un autre sujet. Mais donc, on a un niveau de formation de la population qui a monté, qui fait qu'on a souvent des citoyens ordinaires qui sont plus compétents que les élus sur les dossiers techniques qui sont soumis aux élus. Donc ça, c'est un premier point. On a un deuxième phénomène, c'est que technologiquement, vous allez sur Telegram, par exemple, vous montez une boucle Telegram, vous pouvez faire, nous on le fait sur la boucle Restez Libre, qui est la boucle du courrier des stratèges sur Telegram. On monte des sondages et en l'espace d'une heure, on a 2000, 3000, 4000 réponses
à la question qu'on a posée. Et c'est gratuit, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, quel est l'intérêt d'avoir des mandats quand sur tous les sujets, sur n'importe quel sujet, on peut consulter très facilement la population et avoir des réponses très rapides sur ce que chacun veut. Donc il y a un problème de fond aujourd'hui qui est la notion même de mandat et la notion de mandat représentatif. Technologiquement, la démocratie parlementaire, la démocratie délégative, si vous voulez, hein, cette démocratie représentative fondée sur l'attribution d'un mandat pendant 5 ans pour que l'élu puisse voter sur tous les sujets sans consulter la population est quelque chose qui ne tient plus et qui ne correspond plus aux besoins de la population. Et donc on a ce sujet c'est ma première conclusion, c'est que de ce point de vue, il faut évidemment donner le maximum de pouvoir au peuple. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la fin de la démocratie représentative et l'entrée dans la démocratie, ce que j'ai appelé dans un livre de 2011, la démocratie liquide, c'est-à-dire la démocratie horizontale, la démocratie directe. Alors, on a un sujet hein, qui va déboucher sur la deuxième problématique, qui est celle de la constituante permanente. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent que le référendum d'initiative citoyenne est quelque chose qui est évidemment un outil essentiel, c'est-à-dire que en permanence il faut que le peuple puisse demander des votes, l'adoption de votes sur les sujets qui l'intéressent et consulter la population. Je dis juste qu'il faut bien distinguer la démocratie liquide et la démocratie directe, parce qu'au fond, la démocratie directe, c'est la même chose que la démocratie représentative, mais sans députés. Or, la réalité est plus complexe que ça, parce que on a tout un tas de sujets qui sont posés derrière. Ces sujets, c'est notamment le mode de scrutin, c'est-à-dire que est-ce que voter oui, non, c'est démocratique. Parce que souvent les gens se disent peut-être, les gens se disent ah non mais la question est mal posée, posée autrement je ne répondrai pas à la même chose. Et puis certaines personnes ont envie de dire mais en fait j'ai un ordre de préférence dans les propositions, hein, et le oui ou le non c'est ma dernière préférence, c'est mon dernier choix, mais avant j'aurais bien aimé qu'on dise oui mais, non mais. En réalité il y a un sujet de vote préférentiel et de prise en compte de la vie des gens, qui est un sujet complexe qui ne peut pas se réduire par un vote majoritaire à oui ou non. Donc moi, je suis pour le référendum d'initiative citoyenne, je suis pour qu'il y ait le maximum de démocratie directe, mais je suis pour que le mode de scrutin évolue et qu'on arrête de dire aux gens tu es pour ou tu es contre, mais que derrière la question du vote, hein, on s'organise pour prendre en compte les bonnes idées de chacun. Et l'impératif démocratique, il n'est pas dans le vote oui ou non. Il est dans la capacité à tenir compte des bonnes idées de tous. Et le vrai enjeu de la délibération démocratique se trouve là. Et je trouverais dommage qu'on l'escamote au profit d'une espèce de vision théorique comme ça, oui, non, on fait un référendum d'initiative citoyenne et au fond, on remplace l'Assemblée nationale par le corpus électoral dans son ensemble et on ne réfléchit pas aux techniques de prise de décision, on reste sur cette procédure qui est le vote majoritaire, qui est une procédure en réalité totalement non démocratique et même qui est le contraire de la démocratie. Je voudrais redire, parce que j'ai participé quand même à pas mal d'assemblées délibératives la règle a toujours été de dire que ce qu'il y avait de moins démocratique c'était le vote. C'est-à-dire que lorsqu'on doit voter, ça signifie qu'on n'a pas été capable de mettre tout le monde d'accord et d'agréger les bonnes idées ensemble pour que tout le monde se dise c'est un bon projet et pour que tout le monde l'adopte à l'unanimité. Quand on vote, quand on recourt au vote, c'est souvent parce qu'on a échoué. Et je voudrais le redire, de ce point de vue, réduire la question de la démocratie au référendum d'initiative citoyenne, c'est un sujet décevant. Voilà. Parce que c'est déjà la marque qu'on n'est pas décidé à entrer dans une délibération démocratique qui va mettre le maximum de personnes d'accord. Et pour y arriver, en réalité,
ce qu'il faut, c'est aussi penser la décision autrement que par le vote. Ça, c'est un premier point. Je regarde la montre parce qu'il y a des choses qui suivent. Deuxième point, l'Assemblée permanente. Je voudrais dire que pour moi, je suis terrorisé quand j'entends parler de ça. Parce que, de mon point de vue, il n'y aura de démocratie directe que si on laisse les gens vivre la véritable démocratie, c'est laisser le maximum de liberté de choix aux gens. Donc tout ne se décide pas dans une assemblée. Tout ne peut pas, toute la vie des gens n'est pas un problème politique. Et donc, de mon point de vue, il ne peut y avoir d'évolution démocratique profonde que si on réforme l'espace de l'État, le champ de l'État. Et si on est d'accord pour dire que tout n'est pas institutionnel, tout n'est pas politique, et qu'au fond, la logique est que dans la vie des gens, il doit y avoir le moins de place possible pour la politique, et le plus de place possible pour les arbitrages individuels, ou les arbitrages familiaux, les arbitrages spontanés, les arbitrages amicaux, si on veut, les arbitrages de quartier, si on veut. Mais ce qui m'effraie, c'est l'idée qu'au fond, l'Assemblée nationale, on va la remplacer par l'Assemblée de tout le peuple qui va en permanence se réunir pour décider de tout, de la vitesse, la limitation de vitesse sur l'autoroute, mais les choix de vêtements, est-ce qu'on a encore le droit de porter des vêtements en plastique ou en simili ou en ce que vous voulez, est-ce qu'il faut 25 chaînes au lieu de 100 chaînes de télévision? Tout n'est pas politique, en réalité, il faut laisser faire l'organisation économique. Et donc je vois dans la question des organisations permanentes le remplacement d'une démocratie verticale, dirigée par une caste, par une autre démocratie verticale qui sera elle aussi dirigée par une caste et par une bureaucratie. Parce que ce qu'il y a d'effrayant, c'est cette projection d'institutions nouvelles par des gens qui ont le temps de ne faire que de la politique, par des intellectuels en chambre qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, dans la vraie vie, qui n'ont jamais eu, au fond, à organiser leur vie autrement que par l'obligation étatique, par l'obligation bureaucratique. Et je pense que beaucoup de gens qui aujourd'hui réfléchissent sur la nouvelle démocratie sont des fonctionnaires qui rêvent d'avoir une société de fonctionnaires, c'est-à-dire l'Union soviétique, un nouveau soviet, qui déciderait de tout, de la couleur de la machine à café, de la couleur des voitures, des musiques qu'on écoute, des musiques qu'on n'écoute pas, où tout finalement serait régenté. Et donc, je vais vous dire mon angoisse sur les assemblées permanentes, c'est qu'au fond, n'est le temps d'y participer que les retraités, que les étudiants, et que les fonctionnaires, spécialement les profs pendant les vacances scolaires. Et les autres, ceux qui bossent dans la vie concurrentielle, le boulanger, l'ouvrier, l'employé dans une entreprise, ces gens-là seraient exclus dans la pratique, puisqu'ils seraient trop fatigués, ils n'auraient pas le temps matériel de participer à cette espèce d'hyperactivité citoyenne qui est demandée. Donc pour moi, la démocratie, c'est de foutre la paix aux gens. Pour moi, la vraie démocratie, c'est de laisser les gens libres de vivre la vie qu'ils souhaitent. C'est de laisser les gens libres de choisir leur destin. Et pour ce faire, il faut limiter au maximum le champ de la décision collective. Et il faut élargir au maximum le champ de la décision individuelle. Et ça ne peut se faire que si, dans un RIC, on ne peut proposer que des thèmes limités. Vous comprenez, il n'y aurait rien de plus fasciste par essence que de dire « Ah, on fait le RIC, donc c'est démocratique, et par RIC, on peut décider d'interdire les voitures rouges. » C'est une caricature. On peut décider d'interdire les voitures coûtant plus de 50 000 €. On peut décider d'interdire les entreprises de plus de 5 000 salariés. On peut décider de limiter les salaires à 5 000 € par mois.
par Rick. Il n'y aurait rien de pire que cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donnerait le droit au peuple de décider de tout, y compris de ce qui ne concerne que la vie privée des gens ou que l'activité libre des gens. C'est-à-dire qu'on donnerait au peuple le droit de limiter la liberté du peuple. C'est un système fasciste. Ce que je crains dans les assemblées permanentes, c'est effectivement que ce soit l'essence du fascisme, ou la logique même autoritaire par principe totalitaire, c'est-à-dire que au nom de la démocratie, on déciderait de tout et il n'y aurait plus de liberté individuelle, il n'y aurait plus de droits naturels. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des droits naturels et que donc on ne peut pas décider de tout dans un système démocratique. Il y a des choix qui ne regardent que les individus et qui ne regardent pas la collectivité. Donc, de mon point de vue, il ne peut y avoir de démocratie et de réforme des institutions que s'il y a d'abord une réflexion sur le rôle de l'État et sur la protection des libertés individuelles et sur une définition précise de ce que sont les droits naturels des individus auxquels aucune institution ne peut toucher, fût-ce par un référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Et ma crainte, c'est qu'on recrée une bureaucratie de retraités, de fonctionnaires, d'étudiants de l'UNEF qui aient le temps de siéger dans des réunions interminables pour décider de tout en disant « nous sommes le peuple ». Cette usurpation-là, elle est terrible et je crois que nous devons commencer la réflexion sur la société de demain en posant les limites du pouvoir du peuple sur les individus et en posant les limites du droit à la violation des libertés individuelles par l'État, incarné par cette assemblée permanente. On nous a fait le coup en 17 en URSS et je vois bien que certains sont en train d'essayer de revenir par la fenêtre pour remettre ce qui a été sorti par la porte. Voilà, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai, ça permet de nourrir la réflexion.